Alors pour ouvrir les feux, j'ai le plaisir d'accueillir, peut-être pas la papesse du gaz, mais pas loin, l'une des plus éminentes spécialistes de la question dans le monde. Elle est chercheuse au Centre global de politique de l'énergie de l'Université de Columbia. Je parle sous son contrôle. Après une longue carrière dans le secteur gazier, elle a analysé les marchés pour une petite PME qui s'appelle BP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. BP dont elle conseillait la direction. Elle a commencé sa carrière, je parle toujours sous votre contrôle, chez Peugeot, entre autres, dans les piles à combustible, après des études à l'École centrale à Paris et à l'Université de Stuttgart. Merci d'accueillir Madame Anne-Sophie Corbeau. Merci beaucoup, Monsieur Fabre, avec une telle introduction. C'est particulièrement un plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous à Lausanne. Ça faisait un petit peu longtemps que je n'étais pas intervenue dans le forum gazier dans cette charmante ville. Alors effectivement, nous sommes face à une crise énergétique qui est non seulement multicarburant, multi-énergie, mais aussi qui est très certainement la plus grande crise énergétique auquel nous ayons jamais fait face. Ce n'est pas seulement une crise gazière et elle n'a certainement pas commencé le 24 février 2022. Elle trouve ses racines en fait bien longtemps avant, même avant de 2021, comme vous le verrez dans mes slides. C'est tout un contexte en fait de sous-investissement, de regarder en fait la transition énergétique, de diminuer les investissements dans certaines énergies, mais en n'investissant pas assez finalement dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique pour diminuer notre consommation. Et je pense qu'à présent, il est très clair que toutes ces préoccupations de durabilité qui sont toujours naturellement à l'esprit de chacun, puisque nous devons diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, elles ont pour le moment fait face à deux préoccupations qui sont les coûts absolument stratosphériques de l'énergie, pas seulement pour le gaz, aussi pour d'autres énergies, mais aussi le fait que la sécurité des approvisionnements est revenue à la première page des préoccupations de nos hommes politiques. Alors, le symptôme naturellement de cette crise, ce sont les prix du gaz. Alors, des prix du gaz dans trois différentes régions. Bon, j'imagine que ceux qui sont gaziers connaissent particulièrement bien ce genre de slide. Donc, ils représentent en fait les prix européens en bleu. Ce sont les prix TTF aux Pays-Bas, prix spot, day ahead, suivi des prix en jaune qui sont les prix asiatiques, mais seulement pour la partie spot, puisque comme vous savez certainement, les Asiatiques ne payent pas seulement du prix spot, ils payent aussi des importations de gaz naturel liquéfié qui sont pour la plupart indexés au prix pétrole, donc ils payent beaucoup moins cher, et nos amis américains qui, eux, sont plus ou moins autonomes en termes de gaz naturel, mais vous serez surpris d'apprendre que même pour eux, un prix de $10 par MMBTU, c'est absolument dramatique et que cela génère en fait des questions, devons-nous exporter tout notre gaz et tout notre gaz naturel liquéfié vers nos amis européens? Alors j'aime bien mettre un petit peu les choses en contexte. Parce que pour moi, les prix du gaz élevés, avant cette année ou avant même mi-2021, c'était des prix autour de $20 par MMBTU. Historiquement, c'était pratiquement le maximum qu'on ait vu sur des prix européens day ahead. Et là, on a vu jusqu'à 100. Alors 100, en équivalent dollars par baril, c'est 580. Alors, quand je discute avec des amis pétroliers, on fait les comparaisons et eux, ils sont autour de 100 et l'historique, c'était autour de 150 en 2008. Donc, nous, les variations sur une journée pour les prix de ahead, ça peut être des variations de jusqu'à $100 par baril. Donc, avec tout le respect pour nos amis pétroliers, petits joueurs. Petits joueurs, et comme je l'ai dit, cette crise, elle n'est pas née en février 2022. Elle a mis longtemps à se construire et on peut en fait distinguer des facteurs qui sont plutôt des facteurs sur la demande et des facteurs qui sont plutôt sur les approvisionnements. Alors dans les facteurs de la demande, on a naturellement un fort rebond de la demande énergétique mondiale en 2021, c'est après Covid, donc tout a redémarré. On a aussi vu des choses intéressantes se passer au niveau du climat avec des hivers beaucoup plus longs ou beaucoup plus rigoureux, particulièrement rigoureux en Asie, début 2021, c'était vraiment un hiver extrêmement froid qui a jeté un vent de panique dans des pays comme le Japon, la Corée ou même le nord de la Chine. Mais aussi, on a eu un hiver particulièrement long ici en Europe en 2021, donc ça a accru la demande de gaz. Et des hivers très chauds. Hiver très chaud dit plus de demandes pour la climatisation, dit plus de demande pour la génération d'électricité de gaz. On a eu aussi un certain déficit en fait au niveau des énergies renouvelables, auquel on n'était pas forcément habitué. Si vous vous rappelez bien, mi-2021, de façon un peu inquiétante, la génération d'éoliennes a diminué en Europe
Ça, c'était particulièrement surprenant. Mais aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu des épisodes de sécheresse très intenses au Brésil, en Chine, qui fait que la génération d'hydroélectricité dans ces pays a diminué. Et ça a encore appelé une fois à une demande additionnelle de gaz, en particulier de gaz naturel liquéfié. Et aussi, on a un peu un effet entraînant au niveau de toutes nos commodités, puisque ce ne sont pas seulement les prix du gaz qui étaient élevés, mais c'était aussi les prix des charbons. Moi, j'avais jamais vu des prix de charbon au-dessus de 300 $ par tonne avant. Les prix de pétrole aussi particulièrement élevés, des prix du carbone aussi qui ont atteint des niveaux particulièrement élevés. Et à ça s'ajoute tout ce qu'on voit au niveau de l'approvisionnement. Donc comme je l'ai dit, ça fait suite en fait à un sous-investissement un petit peu chronique au niveau de tout ce qui était l'upstream gazier. Et en particulier en 2021, nous avons fait face à beaucoup d'incidents au niveau de la liquéfaction, au niveau des échanges, au niveau de l'approvisionnement de gaz naturel liquéfié. Alors, par exemple, un incendie au niveau de Snøhvit en Norvège, des petits problèmes au niveau de la maintenance en Australie, des problèmes de force majeure au Pérou, en Russie. Donc tout ça accumulé a fait que le gaz naturel liquéfié et les approvisionnements de gaz naturel liquéfié en 2021 ont été moindres que ce qu'on pouvait attendre. Et là-dessus, cerise sur le gâteau, arrive la Russie. Mais c'est vraiment, en fait, vraiment la dernière chose. Et au début, les Russes ont commencé à restreindre un petit peu leurs approvisionnements vers l'Europe et on s'est dit, ok, bon, ils ont eu un hiver particulièrement rigoureux, donc la version officielle au début, c'est nous devons re-remplir nos stockages parce que vous comprenez, l'hiver en Russie est particulièrement rude, donc nous devons vraiment remplir nos stockages. Et puis on les a vus arrêter leurs ventes sur l'Electronic Sales Platform, donc les ventes de gaz spot. Tout ça dans un contexte autour de Nord Stream 2, qui était particulièrement compliqué, et finalement est arrivée l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, avec dans la suite quelques histoires au niveau des contrats gaziers, le paiement des roubles, la diminution assez abrupte à partir de juin 2022 des livraisons de Nord Stream 1 qui se sont arrêtées en septembre, début septembre 2022. Et finalement, où est-ce qu'on en est au niveau de nos livraisons russes? Eh bien, nous en sommes là. Donc, les livraisons sur ce que j'appelle l'Europe moins la Turquie en 2021, c'était 140 milliards de mètres cubes par gazoduc. Le GNL, lui, continue d'arriver en Europe, pas de souci. D'ailleurs, personne n'en parle, mais bon, il continue d'arriver. Mais pour ce qui est des gaz par gazoduc, on est passé de 140 milliards à aujourd'hui un équivalent qui est à peu près à 25 milliards. Donc tout ce qui arrivait sur le nord, c'est-à-dire vers la Finlande, le gazoduc Nord Stream 1 qui n'est pas prêt de redémarrer, la Pologne, tout ça s'est arrêté. On reçoit encore un petit peu de gaz via l'Ukraine. C'est pratiquement miraculeux qu'il n'y ait pas eu d'infrastructure qui ait été endommagée. Et aussi via TurkStream, donc le gazoduc qui traverse la mer Noire. Ce sont les deux seules infrastructures qui sont encore utilisées, équivalent encore une fois à 25 milliards de mètres cubes par an. Donc ça veut dire que si on continue maintenant, petit calcul, en 2021, 140 milliards par gazoduc. En 2022, d'après mes estimations, on sera autour de 60 milliards, donc une diminution de 80 milliards. Et si on continue la situation actuelle, 25 milliards en 2023. Dans le monde entier, il n'y a pas de quoi remplacer 115 milliards de gazoducs russes. Le marché global de gaz naturel liquéfié sera autour de 540 milliards. Donc on ne va pas lui demander d'accroître de 100 ou 140 milliards. Ça n'existe pas. Et puis nous, effectivement, en Europe, étant donné que nous avons un climat continental, on a besoin de chauffage, on a une demande beaucoup plus importante pendant l'hiver, donc il est très, très, très important de re-remplir les stockages, comme vous l'avez d'ailleurs souligné. Et en particulier, cette préoccupation sur le stockage est devenue très importante après ce qui s'est passé sur le dernier hiver. Parce que le dernier hiver, on s'est aperçu que les stockages qui étaient en Europe, donc situés en Europe continentale, mais détenus par Gazprom, étaient pour le moins vides. Donc ça a été particulièrement inquiétant. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir avec le début de la ligne jaune au début 2022. Et donc, le stockage étant absolument nécessaire, il y a eu cette volonté de mettre en place une nouvelle directive par la Commission européenne pour ré-remplir les stockages. Et avouons-le, nous avons été... Ça a été assez couronné de succès, ça coûte beaucoup d'argent naturellement.
ça coûte beaucoup d'argent. On ne va pas savoir pour le moment si on va réussir à récupérer cet argent, mais on est à l'heure actuelle à peu près 95% de remplissage au niveau de tous les stockages européens. Alors après, naturellement, il y aura, si on a davantage de soucis, cette question de est-ce qu'on va pouvoir distribuer tous ces approvisionnements entre les pays. Ça, c'est encore une question qui est très importante et qui n'a pas vraiment été totalement répondue par tous les pays et les instances européennes. Mais qu'est-ce qui nous a sauvés finalement ? Eh bien, ce qui nous a sauvés, c'est essentiellement le gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié, alors on se l'est approprié parce que, les échanges ont augmenté en 2022, mais surtout parce qu'on en a pris à l'Asie. Et on peut remercier M. Xi Jinping pour sa politique zéro Covid, parce que ça nous a bien aidé, étant donné que la demande en Asie et en particulier en Chine a diminué. La demande énergétique chinoise a vraiment bien diminué. En particulier la demande de gaz qui, les dernières années augmentait autour de 10%, cette année probablement entre 1 à 3%. Et en particulier, les importations de gaz naturel liquéfié ont beaucoup diminué. Mais autre chose, nous, les Européens, nous prenons aussi du gaz naturel liquéfié de pays d'Asie du Sud-Est qui n'ont simplement pas les moyens de payer des prix à 30, 40, 50 dollars par MMBTU. Donc des pays comme le Pakistan, le Bangladesh, la Thaïlande, etc., ils n'ont juste pas les moyens. Donc en particulier pour le Bangladesh et le Pakistan, leurs importations sont en train de diminuer de façon très importante. Et ça, d'un point de vue géopolitique, on peut éventuellement le payer un peu plus tard. Il faut bien voir que dans un contexte mondial, nous, Européens, nous pensons que nous sommes dans le droit. Nous pensons que la Russie a envahi l'Ukraine, donc nous sommes les gentils, eux sont les méchants. Mais si vous parlez en fait à beaucoup de gens en dehors de l'Europe, la question est un peu plus grise, je dirais. Beaucoup de gens considèrent que en fait, c'est l'OTAN qui a poussé en fait la Russie dans ses derniers retranchements et qui donc l'a poussé à se défendre et envahir l'Ukraine. Donc si vous poussez un petit peu la réflexion un peu plus loin, la Russie pourrait aussi utiliser son gaz naturel liquéfié comme une source d'armes stratégique et le proposer à des pays amis, puisque nous sommes les pays qui sont arms-friendly, les pays qui ne sont pas amis. Donc il faut bien mettre toutes les choses dans leur contexte. Mais pour le moment, nous importons beaucoup de gaz naturel liquéfié à un prix très élevé, puisque, encore une fois, les marchés de toute façon sont tendus et malheureusement, jusqu'en 2025, le consensus est que ces marchés resteront tendus. Et ça, c'est effectivement notre gros problème. Quand on dit il faut passer l'hiver, non, il ne faut pas seulement passer l'hiver, il va falloir passer les 3 prochains hivers. Parce que, certes, un petit peu de gaz naturel liquéfié va arriver sur les marchés, mais comme vous le regardez, comme vous pouvez le voir sur ce slide, la plupart des unités de liquéfaction qui arriveront, qui vont démarrer dans les prochaines années, sont relativement petites. À l'exception d'une, c'est Arctic LNG 2, qui est en Russie. Alors, 3 unités de liquéfaction dans ce projet. Le premier serait à peu près terminé. Les 2 suivants, on ne sait pas. Et c'est le problème, c'est que c'était un peu la seule grosse unité de liquéfaction qui devait arriver à partir de 2023. Donc un gros point d'interrogation. Et pour le reste, en fait, on a un petit peu d'incertitude sur les autres projets, les projets américains. Alors Plaquemine a été en fait sanctionné cette année, donc s'il arrive en 2024, ça fera une construction de 2 ans. C'est ambitieux. Golden Pass peut-être. Donc quelques points d'interrogation, mais pour être vraiment honnête, la cavalerie, elle arrive en 2025 avec le Qatar, peut-être le Mozambique, le Canada et les autres projets américains. Donc ça va être assez tendu. Et encore une fois, il va falloir continuer en fait à capter cet approvisionnement supplémentaire tout en gardant la demande asiatique à un niveau minimum. Alors si les Chinois reviennent, c'est tout à fait possible parce qu'ils ont contracté énormément de gaz naturel liquéfié au cours des 18 derniers mois. Ils ont contracté à peu près 50 milliards de mètres cubes. C'est beaucoup. Avec beaucoup de compagnies qui signent, à peu près 29 contrats signés. On peut faire une petite comparaison par rapport au nombre de contrats qui ont été signés par les entreprises européennes. Pas beaucoup. Vous voyez que c'est pas si simple. Ça risque d'être assez intéressant et tendu sur les prochaines années. Mais surtout, notre problème est que, encore une fois, le problème, il n'est pas que gazier. Parce qu'on utilise le gaz dans la génération d'électricité, et dans la génération d'électricité, on a un problème.
On a un problème, parce que le nucléaire a diminué de façon, je dois dire, assez importante. On est à peu près à moins 16%. Là, ce sont les chiffres sur les 10 premiers mois de 2022. Et puis, comme vous le savez certainement, on a aussi un problème avec l'hydroélectricité. Donc, si on combine les deux, eh bien, nos éoliennes et nos panneaux solaires qui sont censés nous aider, comme vous le voyez, ils n'ont à peu près remplacé que grosso modo, je dirais, un petit tiers de notre déficit nucléaire plus hydroélectrique. Et pour remplacer ça, eh bien, on génère davantage d'électricité via les centrales à gaz et on a aussi dû ramener les centrales à charbon. Donc, notre demande gazière est en fait en augmentation au niveau du secteur de génération d'électricité, alors que le contraire devrait se produire. Donc, en fait, ici en Suisse, vous êtes à côté d'un pays qui a beaucoup de problèmes au niveau de l'électricité. C'est la France, à cause à la fois du nucléaire et de l'hydroélectricité. Ça ne va pas s'arranger, du moins certainement pas au niveau du nucléaire. Et vous avez aussi un voisin au-dessus, au nord, qui est l'Allemagne, qui lui a un gros problème gazier. Pas une situation totalement idéale. Alors, bon, naturellement, la Commission européenne a beaucoup d'idées. Donc, première idée, naturellement, c'est les fondamentaux, c'est-à-dire il va falloir, augmenter les approvisionnements. Alors, c'est la chasse à tous les approvisionnements. On fait beaucoup de visites dans tous les pays autour, donc le gaz naturel liquéfié, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, éventuellement la production domestique, quoique c'est pas trop, on n'en parle pas trop, le biométhane naturellement, bon, ça c'est au moins une source domestique, avec plus ou moins de succès, avouons-le. En fait, le problème c'est que en Europe, on sait que éventuellement notre demande de gaz va diminuer. Donc signer un contrat de 20 ans, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est exactement ce que veulent les fournisseurs de gaz naturel liquéfié. Ils voudraient des contrats de 20 ans, mais nous, on voudrait des contrats de 10 ans. Donc comment en fait faire la jonction entre ces deux positions, c'est assez compliqué. Une chose qui a moins été regardée, c'est la demande. Jusqu'au moment où Nord Stream 1 en fait a commencé à diminuer, la demande de gaz, oui, alors ça faisait partie des plans, mais c'est pas si urgent que ça. Maintenant, c'est très urgent. Et c'est absolument fondamental. Que si je reviens donc à mes petits chiffres de gaz sur l'Union européenne, donc on a perdu à peu près 80 milliards de mètres cubes de gaz russe, qu'on a remplacé par à peu près 50 milliards d'approvisionnement, bon, surtout du gaz naturel liquéfié, un peu de gaz norvégien, etc. On a dû re-remplir en fait nos stockages de façon plus importante que l'année dernière. Donc au final, il a fallu que la demande de gaz diminue de 10% déjà. Mais en 2023, si on perd encore au moins 35 milliards de mètres cubes de gaz russe, donc les 60 jusqu'au 25, si tout va bien, parce que bon, on a encore du transit via l'Ukraine, qui est très incertain. Il va falloir encore les trouver quelque part, ces 35 milliards de mètres cubes. Donc il va encore falloir faire beaucoup plus d'efforts, à la fois sur le gaz, mais aussi sur l'électricité. Parce que si on diminue notre demande électrique, comme vous l'avez vu, c'est pas si simple, ça va aussi avoir un impact sur la demande de gaz. Et puis on a aussi beaucoup d'idées de comment en fait changer ou interférer sur les marchés de gros, à la fois au niveau de l'électricité, mais aussi du gaz. Alors pour l'électricité, ça serait en fait plafonner le prix des producteurs intramarginaux, donc essentiellement l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique à 180 € par mégawattheure, mais aussi éventuellement utiliser le modèle ibérique. Alors le modèle ibérique, c'est en fait on plafonne le prix du gaz dans le secteur de génération d'électricité. Et qu'est-ce qu'on a vu quand on a fait ça en Espagne? La demande de gaz, elle a augmenté. Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Donc attention aux conséquences inattendues. Et finalement, autre perspective, donc réduire le prix du gaz. Alors plusieurs possibilités. On avait tout d'abord envisagé de réduire le prix du gaz des importations russes, mais bon, il risque quand même d'y avoir des représailles. On était à 25, on ne veut pas vraiment être à zéro. Plafonner le gaz par gazoduc, effectivement, c'est envisagé par Madame von der Leyen dans un des courriers qu'elle a envoyé le 5 octobre. Nous parlons à nos trusted allies, à nos chers alliés, en espérant qu'ils veulent bien diminuer le prix du gaz.
diminuer ou aussi éventuellement tenter de plafonner le prix du gaz de GNL, enfin via des interventions à part le TTF. Mais ça pose vraiment une question fondamentale qui est-ce que l'Europe va rester attrayante et attractive pour le gaz naturel liquéfié? Parce qu'encore une fois, il faut que nous réussissions à attirer du gaz naturel liquéfié aux dépens de l'Asie. Donc ça veut dire que nos prix doivent être beaucoup plus élevés. Petit message subliminal à tous les hommes politiques, en particulier à ceux de Bruxelles, qui pensent que c'est parce qu'il suffit d'avoir un coup de téléphone avec M. Biden pour que le gaz naturel liquéfié américain arrive en Europe. Non. C'est Economics 101. Les prix du gaz en Europe sont très élevés. Le gaz vient en Europe, tout simplement. Et finalement, remplacer l'indice TTF donc par un autre index. Alors, pour rappel, TTF, pour acquérir en fait le niveau de liquidité et de transparence qu'il a acquis, c'est à peu près 10 ans. Donc en gros, c'est pas si simple. Mais au-delà donc de cet hiver qu'on pense réussir à traverser, plus ou moins, maintenant les inquiétudes se portent déjà sur l'hiver suivant. Puisque comme je vous l'ai expliqué, si on a moins de gaz russe, ça va être assez compliqué. Quand on regarde la balance énergétique ou la balance gazière mondiale, là, ça c'est un petit papier que l'Agence internationale de l'énergie a publié la semaine dernière qui en fait identifie qu'on risque d'avoir un manque d'à peu près 30 milliards de mètres cubes à l'horizon de l'hiver prochain. Donc 30 milliards de mètres cubes en moins pour remplir nos stockages ou dans nos stockages. Donc la situation, elle ne s'améliore pas particulièrement. Il faudrait vraiment un faisceau de facteurs concordants, mais dans l'autre sens cette fois-ci, pour nous aider. Mais encore une fois, il va vraiment falloir s'adresser aux fondamentaux, plus d'approvisionnement, mais aussi moins de demandes énergétiques. Pas seulement gazière et électrique. Donc c'est très important de dire ça, de faire comprendre ça à l'ensemble de la population. Ceci clôt ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Restez en place si vous le voulez bien, parce que des questions, il y en aura. Gabriel, si jamais il y en a sur Slido, vous me faites signe. J'en pose une, si ça ne vous embête pas, parce que je suis curieux aussi, ça va être une déformation professionnelle. Probablement. On a vu effectivement, et vous l'avez mentionné, les Européens en particulier se ruer dans le sud de la Méditerranée, en Algérie par exemple. Les Italiens ont signé, je crois, un gros contrat. On lorgne du côté du Qatar. On a vu que ce n'était pas pour cet hiver ni l'hiver prochain. Mais dans quelle mesure est-ce que l'avenir du gaz en Europe passe par là, par le sud plutôt que par l'est? Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, si on regarde l'histoire avec l'Algérie, il y a deux choses. La première, c'est que la production algérienne n'a pas augmenté tant que ça, mais en fait, ses exportations, elles, ont diminué, tout simplement parce que sa demande a beaucoup augmenté. Donc vous faites production moins demande intérieure et vous voyez que logiquement, les exportations diminuent. Donc il va vraiment falloir agir sur ces deux leviers, c'est-à-dire aider l'Algérie à produire davantage, peut-être, et aussi l'aider à ne pas consommer autant, alors peut-être éventuellement en investissant là-bas dans des énergies renouvelables. Mais je dirais, c'est pas si simple. Mais soyons honnêtes, dans tous les pays européens, les Italiens sont probablement ceux qui ont su le capitaliser le mieux leur relation historique avec l'Afrique. Dans les fantasmes qu'on entend beaucoup, notamment autour de la guerre en Ukraine, il y a cette idée de l'intérêt caché des Américains qui seraient en fait ravis de nous inonder bientôt de leur GNL. À vous entendre, c'est une question de prix, Economics 101, et donc les complotistes en sont pour leur argent là. Alors, il faut bien voir que qui est-ce qui gagne vraiment de l'argent en fait? Ce n'est pas tant les Américains. En fait, le gaz naturel liquéfié, il est contracté à la sortie du terminal de liquéfaction. Donc ceux qui se font beaucoup d'argent entre le prix auquel ils acquièrent le gaz naturel liquéfié américain et le prix auquel ils revendent, ce sont tous ceux qui en fait ont signé des contrats long terme. Donc ça peut être un peu toutes les compagnies qui ont signé des contrats long terme, mais pas forcément les Américains. D'ailleurs, les Américains en fait sont très très inquiets parce qu'il y a vraiment eu des discussions à la Maison Blanche. Les prix que je vous montrais, mais 5 à 10 dollars par MMBTU, pour eux c'est catastrophique. Donc il y a eu vraiment des discussions sur est-ce qu'on doit restreindre nos exportations de gaz naturel liquéfié. Bon. Étant donné que là, ça serait vraiment un coup de poignard dans le dos pour les Européens, voilà, ils ont renoncé. On a de la chance pour le moment, la météo est de notre côté. Mais il y a des hommes politiques qui ont vraiment parlé de ça.